Si, très bon. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me. Une image marquante, en parlant de Rascal, je crois qu'il y a la manière, il y a 2 choses, je pense, pour Rascal. Il y a la manière de représenter les années 80. Souvent, on a toujours cette manière un peu, il y a une fétichisation des années 80, on est toujours dans des formats assez 4/3, on est dans des couleurs très flashy, très colorées. Et moi, en fait, je me retrouve pas trop là-dedans. Pour moi, il y a un truc aussi au niveau par rapport à mon rapport au cinéma et à le rapport au format de l'image, le cinémascope. C'est parce que les premiers films, peut-être que j'ai découvert à la télévision, c'est par la dernière séance, et c'était en général des films qui étaient en cinémascope, les films de John Ford, des grands espaces et tout. Et même les films de Serge Leone d'ailleurs. Genre, il était une fois dans l'Ouest, des trucs comme ça. Et donc du coup, il y a ce rapport déjà avec cette image qui est un peu étendue, que j'avais envie de retrouver, en tout cas moi, dans mon esthétique. Et puis au-delà de ça, dans mes choix des couleurs, dans ma manière de cadrer, il y a un film, bon, il y avait déjà un travail photographique, celui de Saul Leiter, qui a un rapport très particulier sur la couleur, sur la manière de travailler sur les contre-jours, sur la profondeur des noirs, sur les couleurs vives, le rouge par exemple, et le bleu aussi. Et j'avais envie de retrouver ça dans l'esthétique de mon film. Et en termes de température d'image, il y a un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent, c'est Christian F, 13 ans prostitué, qui est un film qui se passe dans les années 80 à Berlin, et c'est un film qui a la particularité d'être très froid, et qui, en fait, en termes de photographie, qui n'est pas à l'image du fantasme qu'on peut avoir des années 80. Donc j'avais envie de retrouver ça, moi, dans mon imagerie, et donc je pense que c'est un petit peu un mélange de tout ça, entre le format qui me rappelle ce cinéma que j'aimais bien, le cinéma d'aventure, de grands espaces et épique de John Ford, ce côté froid en termes d'image et le traitement des couleurs et des contre-jours de Saul Leiter. J'avais envie de retrouver tout ça dans mon imagerie. Je pense que c'est à peu près tout ça. En fait, le truc, c'est qu'avec les copains Virak Thune et Sébastien Birchler, on est de la même génération. Sébastien est né en 77, Virak il est né en 76, genre 20 jours avant moi. Et donc on avait les mêmes questionnements, le même rapport à ces faits divers d'époque. En 84, nous, c'était nos conversations de cours de récréation, on parlait toujours des rumeurs, des choses qui s'étaient passées, soit à Saint-Michel, soit au Halles, soit à Montparnasse. Et ces histoires de bande, c'est un peu notre folklore de gamins. Et le skinhead, c'était un peu le croque-mitaine des années 80. Le croque-mitaine urbain. Tout le monde avait peur des skinheads. Tout le monde avait peur de se retrouver coursé par des skinheads un soir parce qu'on s'était pas retrouvé dans le bon quartier à la bonne heure. Et donc ça, c'est un truc qui nous a tous marqué, c'est un truc générationnel. Et on avait envie de parler de ça. Et après, en faisant nos recherches, on s'est rendu compte qu'on avait faux sur toute la ligne, en tout cas sur notre perception du skinhead. Moi, quand j'étais gamin, on était tous gamins, pour nous, tous les skinheads étaient racistes. C'était un espèce de bloc monolithique où le skinhead est raciste et facho. Et en faisant nos recherches, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. Qu'il y avait eu plusieurs générations de skinheads. La première génération était plus qu'on pourrait assimiler des punks, même s'ils n'avaient pas la crête, mais en tout cas dans la manière de vivre nos futurs. On se bourrait la gueule et puis après, quand on était bourré, on se bagarrait. Il y avait un rapport à la violence qui était plus primal et sans idéologie derrière. Et après, il y a une nouvelle génération de bonheads. Alors, quand on raconte selon les sources, qui arrive en 83, 84, c'est pas très précis parce que tout ça, c'est très oral finalement. Qui sont appelés les bonheads au début et puis très vite, c'est devenu les skinheads, qui ont écumé tous les lieux de fêtes de la jeunesse de l'époque, les concerts, notamment les concerts de la Souris Déglinguée, où en fait tous les jeunes, les punks, les skins et les pas skins se retrouvaient parce que c'était un endroit qui partait toujours un peu en sucette, il y avait toujours des bastons, qui étaient souvent amenés par ces bonheads. Et eux, ils ont écumé un peu ces lieux de vie et de fête pendant, on va dire, un an et demi, pour mettre pas tous les skinheads qui étaient traditionnels de la première époque. Pour leur dire aujourd'hui, si vous voulez vous appeler skinhead, il faut s'habiller comme nous, donc le crâne vraiment rasé, avec un look beaucoup plus affirmé, beaucoup plus belliqueux, et épouser nos idées racistes, des fascistes.
Et en fait, au bout de, disons à peu près en 85-86, ils avaient mis au pas une grande partie du mouvement skinhead qui était apolitique et non raciste. Mais nous à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que pour nous, quand on parlait de skinhead, on ne faisait pas cette différence. Tous les skinheads étaient racistes dans notre tête. Et donc il y a eu toute une mouvance de gamins qui sont formés, qui sont regroupés, organisés dans des bandes de chasseurs de skins, qui sont partis chasser le skin le soir. Et il y en a pas mal finalement qui ont dû peut-être pas frapper forcément les bons skins. et alors ces pauvres skins se faisaient taper aussi bien par des fils immigrés que par les bonnets qui leur disaient mais attends, t'as toujours pas changé de bord. Et petit à petit, il y a eu aussi une réaction du mouvement skinhead non raciste qui a donné après les Redskins et autres comme les Sharps, des choses comme ça, pour en fait se dire ok, nous on est skin, mais on n'est pas raciste, donc on va se démarquer de ces skins qui ont en fait pris notre code vestimentaire pour le mettre dans une espèce d'idéologie qui est loin de nous. Comment mettre en scène une période dont on entendait des choses, donc on visualisait, on se crée ses propres images quand on était gosse, et qu'on les visualisait. Des années après, comment mettre en scène une période qu'on n'a pas vraiment vécue frontalement? Il y a un gros travail documentaire au départ. La première chose qu'on a fait, c'est que déjà on a confronté nos souvenirs de rumeurs de l'époque. On a vu qu'on avait à peu près les mêmes références, parce qu'on a grandi à peu près dans les mêmes quartiers. Moi j'étais plutôt à Clichy-la-Garenne, Sébastien il était au Luth, et Virac lui il avait grandi plus vers pas Épinay, Villetaneuse, un truc comme ça. Et finalement on avait des histoires assez similaires, mais bon ça reste des histoires. Et avec le problème des histoires, il y a toujours le côté subjectif de qui nous l'a raconté et pourquoi il nous l'a raconté. Et donc on s'est dit la première chose à faire, c'est d'essayer de trouver des sources qui retracent cette histoire. Et assez rapidement on s'est rendu compte que c'est une histoire qui est très orale et qu'il n'y a pas beaucoup de traces. Il y a quelques comment on appelle ça, quelques ouvrages universitaires, de la presse universitaire, où ce sont des chercheurs qui ont fait des mémoires soit sur le mouvement d'extrême droite, soit sur le phénomène des bandes. Donc on les a lus. Après on s'est dit ouais mais ça reste très théorique tout ça finalement. Et il y a eu une phase où on a cherché dans des coupures de presse pour regarder en fait les faits divers, et on s'est rendu compte que dans les faits divers finalement on pouvait recouper avec des histoires qu'on avait entendues, ou des trucs qu'on a pu lire aussi dans ces presses universitaires. Et il y a eu ça. Après il y a eu on a aussi cherché dans les blogs, parce que finalement on a réussi à trouver des blogs d'anciens mecs qui faisaient partie de bandes à l'époque, qui mettaient un petit peu une espèce de musée des souvenirs, des photos de l'époque, et des mecs qui commentaient les histoires de l'époque. Donc on a plein d'anecdotes finalement. Quand on fouille des skyblogs, on a retrouvé pas mal de choses. Et on s'est dit ouais c'est pas mal, on commence à avoir une espèce de topographie assez cohérente, mais elle reste quand même un peu dans le fantasme quand même. On a regardé quelques documentaires, les rares documentaires qu'il y a, mais ça reste encore des mecs qui racontaient leur propre légende. Donc on s'est dit il nous faut encore un autre témoignage, et là on a essayé de contacter des gamins, des gamins à l'époque qui le sont plus maintenant, qui étaient dans des bandes. Et en fait on a contacté pas mal de monde, pas tout le monde a répondu. Il y a certaines personnes qui nous ont du coup répondu, nous ont raconté un petit peu leur vie quoi. Et donc du coup nous après notre travail ça a été de compulser tout ça, et après notre travail d'imagination de scénariste, de dire ok on va donner une histoire cohérente qui pourrait être cohérente, qui pourrait être qui aurait pu se passer mais qui ne l'est pas, qui est vraiment une histoire totalement fictive, mais qui est en tout cas ce truc de dire en tout cas si quelqu'un qui a vécu l'époque dirait ah ouais ça me rappelle quelque chose, effectivement j'ai peut-être pu entendre une histoire comme ça, mais en fait c'est totalement inventé. Et ça c'était un gros travail qui a duré quasiment, je dirais pas un an, mais au moins 8, 9, 10 mois quoi. On n'a pas du tout travaillé sur l'histoire ou la narration, mais vraiment recherché la substantifique moelle qui allait nous permettre justement de nous affranchir de notre fantasme de ce qu'on avait de l'époque. Il y a des moments, moi je ne l'ai pas vécu, j'avais 8 ans, cliqué en 84, mais dans le film, au début du film, quand le film s'ouvre, on va dire ça comme ça, donc les Rascals, ce groupe, quelle musique ils écoutent, pas en priorité, mais en tout cas ce qu'on entend, c'est du rock'n'roll. Ouais.
Et le film se termine 2 ans après. On ne va pas raconter ce qui s'est passé entre les deux dates, mais il y a beaucoup de choses. Et là, on est vraiment dans un autre style musical qui est le hip-hop. Ouais. Même si le hip-hop peut être aussi la conjugaison de d'autres musiques, ça on le sait maintenant. Ouais. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est que il y a, je ne sais pas si c'est anachronique, mais ça renvoie aussi à quelque chose qui n'est pas forcément... On a tendance à se dire que, voilà, il y a certains, dans les années 80, certains jeunes de banlieue écoutaient toujours la même... Non, il y a un truc qui nous rappelle que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Et je trouve ça intéressant que le film le dit ouvertement. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas anachronique. Déjà, première chose, pour parler du hip-hop, il faut quand même bien se mettre en tête que le hip-hop, ça arrive en France en 84. Par une émission de Sydney, en tout cas pour le grand public. Qui est dans le film d'ailleurs. HIP, oui. Et son émission elle a duré 1 an, de 84 à 85. Et ça passait le dimanche matin, je crois. C'est une émission d'une demi-heure. On avait, pour ceux qui ne connaissent pas, des pas de danse qui nous apprenaient. Et, sur TF1, faut le préciser. Sur TF1. Et ça a duré 1 an. Et ensuite, l'émission n'a pas été reconduite. Et le hip-hop, en vrai, ça a disparu. Hein. En tout cas, des ondes mainstream, ça a disparu. Ça a continué en underground, c'est passé par le Graph. Il y a une série qui en parle très bien, Le Monde de Demain, aujourd'hui. Mais voilà, après, ça a repris le chemin des micros, ça a recommencé vers plutôt 87-88. Mais en gros, de 84 à 86, on va dire. Et avant ça, donc avant 84, les jeunes, ils écoutent quoi? Non mais voilà, parce qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, on est habitué à ce que les gens de banlieue, ils écoutent du hip-hop parce que maintenant, c'est la musique qui est associée aux jeunes de banlieue. Mais avant ça, il n'y avait pas le hip-hop. Donc ils écoutaient quoi? Ils écoutaient du rock, de la punk, ils écoutaient voilà, les Clash, comme tout le monde. Et donc les gens pensent que c'est anachronique, mais en fait non, quand on remet les choses dans son contexte, non, en fait, les gens, ils écoutaient la musique qu'il y avait. Et la musique qu'il y avait... c'est intéressant que le film le rappelle aussi. Oui. C'est ça qui est passionnant. Et après, au-delà de ça, il y a eu en plus aussi un revival du rockabilly au début des années 80 qui est passé soit par des films où on a ressorti des films de James Dean, des films de Marilyn Monroe qui passaient beaucoup à la télévision. T'as toute cette série aussi Happy Days aussi qui était aussi très ancrée dans les années 50, années 50-60. Même dans les décors, il y avait pas le Hard Rock Café, mais il y avait un café, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Où le décor c'était complètement 60s et tout ça, mais c'était un truc. Pas le café qui se trouvait dans Paris, le drugstore. Avec la bande des drugs. Non, ça c'est plutôt les années 60. Non, mais c'est un autre café. Il y a un autre café, je sais plus comment il s'appelle, de mémoire, j'ai perdu, mais il y avait un café qui était très 60s dans sa déco et tout. Et il y a eu cette mouvance où il y a effectivement eu une scène rockabilly à Paris. Parce qu'il y avait plein de tribus, il y avait plein de genres musicaux. Il faut quand même se dire qu'en 84, quand on prend l'année 84, on a Madonna, on a en même temps les Clash qui continuent à faire de la musique, on a les Rita Mitsuko, on a les The Cure, on a Depeche Mode, on a Michael Jackson, on a Téléphone, on a plein de styles musicaux qui n'ont rien à voir avec la choucroute quelque part. Et on a, là j'ai envie de, on a aussi les Forbans, mine de rien. Non mais oui, on a aussi les Forbans. Et en fait, l'offre musicale est très plurielle. Et chaque personne qui écoutait sa musique adoptait aussi un style vestimentaire, aussi une manière de parler, de se comporter, pour marquer sa différence. Et donc il y avait cette tribu, parce qu'il y avait plein de tribus, c'est un mot qui était perdu dans le langage commun, mais à l'époque on parlait de tribus. Il y avait plein de tribus dans Paris qui se côtoyaient, les modes, les punks, les TED, et chacun avait ses codes vestimentaires très très tranchés. Et en fait on retrouve, nous en tout cas c'est un truc que j'avais oublié, même si moi mon oncle à l'époque il avait 18 ans, donc il était très en truc un petit peu rockabilly lui, mais c'est un truc que j'ai retrouvé quand je suis tombé sur un bouquin de J. Lily Cohen qui s'appelle Vikings et Panthères, qui était, lui il a suivi des bandes rockabilly, les Vikings et les Panthères pendant de 79 à 83, il a fait plein de photos. Et du coup, c'est là que je me dis, mais c'est vrai, il y avait ça à l'époque, j'avais oublié. Des mecs qui roulaient en américaine, années 50, 60, sur les Champs-Élysées, qui faisaient des balles rockabilly à la Place de la République et tout. Et donc, du coup, on parle de ça, quoi. On parle de ces mecs-là qui se retrouvaient dans cette nostalgie des années 50, parce qu'on est aussi dans une société qui était en crise, en 84.
on est loin. La lune de miel 81 avec Mitterrand, on est en plein dans la crise là, et donc en fait il y a pas mal de gens qui commencent à désenchanter de ce monde en fait, qui commence à partir dans l'individualisme. On commence à rentrer dans les années Reagan de plein fouet là, donc c'est plus la même saveur. Et il y a toujours, quand on moment de crise, il y a toujours cette tentation d'aller voir, de dire que ah oui, mais avant, dans les années 50 ou 60, c'était mieux. Donc on se réfugie là-dedans. Mais comme dans les années 90, il y a eu un gros revival Baba Cool. Les gamins, ils étaient en pas de def. Alors, quand il n'y avait pas de def, c'est les années 70. Et votre film, j'imagine très bien, quand on fait un film, on essaie aussi de parler un petit peu de la société dans laquelle le cinéaste vit. Ouais. Et est-ce que si on dit que finalement les résonances avec aujourd'hui, si on essaie de comprendre un petit peu sans vouloir trop simplifier les problèmes, quels qu'elles soient les problèmes, on peut essayer de... Est-ce que le film nous dit aussi qu'il faut peut-être un peu regarder début des années 80, peut-être qu'on trouvera une réponse à ce qui s'est passé? En tout cas, ce qui est terrible quand on regarde le film, c'est que 40 ans plus tard, on est encore dans les mêmes questionnements. Sauf qu'on peut quand même se dire que moi j'ai une vision un peu pessimiste de la chose. Dans le film, il y a un moment donné, il y a un journaliste radio qui parle du score du FN qui fait 11% aux européennes en 84. Et à l'époque, c'est pas vécu de manière positive. Aujourd'hui, quand on se retrouve avec 90 députés au RN, limite, on a envie de sortir les cotillons et de faire un feu d'artifice, quoi. Donc il y a un truc à changer au niveau de la société. Et il y a des choses qu'on n'entendait pas avant qu'on entend aujourd'hui. Des gens qui arrivent à dire que j'ai le droit d'être raciste. J'ai le droit d'avoir des pensées racistes et de le dire. Et les gens en fait oublient que le racisme c'est pas une opinion, c'est un délit. On a le droit de ne pas être d'accord sur pas mal de choses, mais être raciste en fait, de se dire, de réclamer le droit d'être raciste, c'est fondamentalement illégitime. Et aujourd'hui c'est normal pour les gens. Et il y a un discours aussi médiatique et c'est normalisé dans la manière de voir la société. Et donc par rapport aux années 80, là où c'était des discours qui étaient plutôt marginaux, c'est devenu un discours qui est central dans la société. Et c'est là où c'est un petit peu, un peu flippant, j'ai envie de dire. Parce que quand on voit dans les années 80 que ça a donné lieu, en tout cas il y avait ces discours-là qui étaient marginalisés, mais il y a quand même eu des affrontements entre jeunes dans les rues. Aujourd'hui, comme c'est accepté et que c'est largement diffusé, je me demande quel résultat ça va avoir sur la société. Est-ce que si avec moins on avait déjà un truc assez explosif, si aujourd'hui ça explose au grand jour, avec les problèmes qu'on connaît aujourd'hui qui sont même pas liés forcément au racisme, mais déjà qu'il y a un gros problème de violence entre les quartiers, si en plus on rajoute ça et qu'en plus c'est accepté par tout le monde, je sais pas en fait vers quelle société on va. Ça c'est un vrai questionnement. Le film d'ailleurs se termine sur le moment où quelques-uns des rascals décident de jeter hors de Paris. C'est un truc historique, c'est-à-dire c'est la réaction. À un moment donné, les gamins ils ont une marre, on va pas rester à se faire taper sur la tronche, on va se défendre. Mais par contre, ce que raconte le film, c'est que finalement, c'est que la violence n'est jamais la solution, c'est une impasse. Et vous la filmez pas souvent, il y a la mort d'un des personnages, je ne dirais pas lequel. Vous décidez de la filmer hors champ. Ouais. Et c'est souvent comme ça chez vous dans votre cinéma, ouais. Le hors champ est très important. Ouais, parce qu'en fait, c'est la relation que je tisse avec le spectateur. C'est-à-dire que le fait d'être hors champ, déjà, en fait, il y a un truc émotionnel qui se passe qui est pas. Déjà, il n'y a pas la complaisance de la violence. Et puis, du coup, ce que je vais invoquer, c'est plus. Qu'est-ce que la violence provoque comme changement chez la personne qui est témoin de cette violence. Et à chaque fois, c'est vraiment le vrai questionnement, il est là. C'est que comment la violence fait basculer un personnage dans une radicalité. Donc c'est vraiment toujours ça. Et donc c'est pas tellement important de voir cette violence, mais c'est de voir comment quelle est la répercussion de la violence sur la personne qui est témoin de cette violence. Et puis au-delà de ça, on le dit souvent pour la littérature que le pouvoir de suggestion est beaucoup plus fort que le fait de voir. Donc
Voilà. Et il y a une scène justement où il y a eu cette mort qui est hors champ, qui est terrible. On est plongé en fait dans ce qui m'intéressait dans cette scène, dans la manière de la filmer, c'était de plonger le spectateur comme les personnages qui sont filmés dans la position d'impuissance dans laquelle ils se trouvent. Et donc le fait de la filmer comme ça, en fait, met le spectateur dans cette place de en fait j'assiste à quelque chose d'horrible et je ne peux rien faire. Et donc du coup ça l'implique dans la scène. C'est pas juste quelque chose qu'on regarde en regardant son téléphone, on est impliqué dans ce qui se passe. Donc on est obligé de ressentir des choses. On commence avec l'actualité d'aujourd'hui. Dernière question que je veux absolument vous poser. Un moment dans le film, les Rascals, donc ce groupe les personnages principaux du film, enfin, quelques-uns en tout cas, se retrouvent dans un magasin de vente de disques. Ouais. Et puis il se passe quelque chose parce que l'un des Rascals une blessure du passé. Identifie une blessure du passé en la personne de quelqu'un. Ouais. S'ensuit une bagarre. Je crois que c'est le propriétaire de ce magasin de disques en prend plein la gueule. Il est hospitalisé. Sa propre sœur a vu tout ça. Et donc elle est étudiante à la fac. On croit comprendre qu'elle se débrouille pas trop mal. Mais là, elle est très absente. Et donc il y a le plan suivant, enfin la séquence peut-être suivante ou de séquence d'après, on la retrouve à l'université et il y a son prof de droit qui s'inquiète un petit peu de tout ça. Et puis ce prof, on le retrouve beaucoup plus tard dans une espèce de cave comme ça, avec plein de bonnettes, donc des fachos. Et ça m'a rappelé un film des années 40, un film américain de Frank Borzage qui s'appelle The Mortal Storm, qui se déroule pendant l'Anschluss. Ouais. Et en fait, ça se passe dans une université et il y a un prof qui harangue ses élèves, ses jeunes élèves, en leur disant ce que Hitler amène, c'est important, c'est ça, c'est l'avenir. Et je me suis dit, parce qu'elle n'est pas anodine cette séquence du prof de droit qui harangue la troupe, et je me dis, est-ce que le film nous dit aussi, il faut, pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui, il faut aussi peut-être aller, faut travailler aussi sur les leaders, mais les intellectuels qui ont peut-être leur part dans tout cela. Est-ce qu'il y a de cela ? Totalement, oui. En fait, c'est un petit peu une réflexion sur la radicalisation, c'est-à-dire que la radicalisation, de quoi se nourrit la radicalisation ? C'est que tu as une personne qui est en souffrance, qui est en détresse parce qu'elle a vécu une injustice, et donc elle a une blessure, elle est fragilisée. Et il y a forcément des personnes mal intentionnées qui profitent de ça, qui vont instrumentaliser cette souffrance pour la transformer en quelque chose, une arme de haine qui va servir à un dessin, quel que soit le dessin. Parce que finalement, c'est pas tellement important de savoir le dessin, c'est que ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont des intellectuels, qui n'ont pas forcément cette souffrance, qui vont instrumentaliser la souffrance pour faire des exactions. Et en plus, ce personnage, en tout cas de professeur, est inspiré d'un personnage historique qui a réellement existé. Il y avait un prof qui sévissait à une fac, je tairai le nom, mais effectivement qui haranguait un petit peu, qui faisait un petit peu du prosélytisme politique pour ramener des gamins dans le giron de l'extrême droite. Et souvent, les gamins qui répondaient à ça, c'est des gamins qui avaient une fragilité parce qu'ils avaient vécu une injustice. Et du coup ils avaient un espèce de sentiment où qu'ils avaient envie dans des coups de se venger de quelque chose qui leur avait été fait qui était injuste et qu'il fallait réparer cette injustice. Et le fait de s'embrigader, c'était une façon de le faire. Mais d'ailleurs, quel que soit là dans le film on parle du côté extrême droite, mais en fait même si on parlait d'un embrigadement dans une faction moralement acceptable, c'est le même mécanisme. À un moment donné, si quelqu'un est prêt à donner sa vie pour une cause, c'est pas naturel en général. C'est que même s'il y a cette envie au départ de dire il m'est arrivé ça, il faudrait quand même que je fasse quelque chose pour changer ça, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse la petite bascule, qui lui a déjà un peu plus de recul, qui est plus âgé, qui dit oui mais t'as raison de vouloir te venger parce que tu te rends compte, il profite de nous, il profite de notre faiblesse, machin, et donc du coup ça nous permet de faire le pas. Alors des fois on est d'accord avec la cause, donc on se pose pas la question, mais ce sont les mêmes mécanismes. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.